Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les révisions du dimanche sur la rubrique philosophie terminale. Aujourd'hui nous allons voir les écrits de Platon, donc nous allons faire une introduction à la pensée platonicienne. Mais donc qui est Platon? Platon, c'est tout d'abord un surnom, ça veut dire large en grec, et il est donné à Aristoclès, qui est donc le vrai nom de Platon. On considère que ce petit surnom lui a été donné par rapport à sa carrure potentiellement, et donc qui lui faisait notamment gagner des débats. Platon est un philosophe du 5e-4e siècle avant Jésus-Christ, d'Athènes, donc durant la période classique de l'Antiquité grecque. Platon va avoir comme maître Socrate, Socrate qui est extrêmement important parce que c'est celui qui va faire la jonction entre la philosophie et les présocratiques. Euh, il n'a laissé aucun écrit et c'est bien Platon qui va lui redonner ses pensées dans ses propres écrits. Platon, quant à lui, aura de nombreux disciples qui vont créer ensuite le courant de pensée platonicien. Et dans ces disciples extrêmement notables, nous avons par exemple le disciple Aristote, qui lui va créer son propre courant qui sera l'aristotélicisme. Platon a sa propre religion, c'est le platonicisme. Donc c'est un mélange entre les idées de comment fonctionne le monde de Platon et en même temps les idées polythéistes de l'époque. Désormais, voyons les œuvres importantes de Platon. Platon, à la base, n'est pas très friand de l'écrit. Il préfère l'oral. Mais sauf qu'il sait que l'oral est beaucoup moins efficient que l'écrit pour faire passer des savoirs. Alors, nous allons voir désormais ses écrits. Donc, tout d'abord, nous avons La République, qui est son livre sans doute le plus connu et que nous verrons le plus en classe. Puis après, nous en avons d'autres, par exemple l'Apologie de Socrate, qui est extrêmement connu, Phèdre, ou alors le Gorgias, ou alors le Banquet, ou Criton, ou alors la Timée, qui lui est un récit de création, alors que l'Apologie de Socrate parle plus des pensées de Socrate et par exemple sur la justice. Désormais, penchons-nous sur la métaphysique platonicienne. Donc, nous avons la base de la théorie platonicienne, la théorie de deux mondes. Donc, nous avons tout d'abord le monde sensible, dans lequel nous évoluons, nous ou même un cheval, c'est le monde des illusions. Nous avons aussi le monde intelligible, ou le monde des idées, qui lui représente pour Platon le monde réel. Notre esprit est malheureusement emprisonné dans le monde sensible, et donc nous ne pouvons nous connecter qu'au réel, donc au monde intelligible, que par la raison. Nous avons aussi une pensée platonicienne qui est celle de la réminiscence, c'est-à-dire que le monde intelligible, celui des idées, est éternel, inchangeant, et donc en soi, l'âme ne découvre pas des choses, mais elle se souvient. C'est ça l'idée de réminiscence chez Platon. À l'inverse de la raison, les désirs charnels nous emprisonnent de plus en plus dans notre prison corporelle. Mais donc comment la métaphysique de Platon fonctionne? Eh bien tout ça fonctionne avec l'idée des formes. Donc nous avons tout d'abord en plus bas, nous avons la matière, qui elle est changeante, imparfaite et inconnaissable. Et puis après nous passons au monde des idées. Le monde des idées est bien sûr un monde qui est incorporel, c'est-à-dire qui n'a pas de substance. Dans ce monde des idées, nous allons trouver les hautes formes et les basses formes qui vont faire prendre forme à la matière. Donc ces formes peuvent être par exemple des idées ou alors des formules mathématiques. Ces formes sont immuables, parfaites et tout à fait intelligibles, pour la raison bien sûr. Et puis nous avons encore plus au-dessus la forme du bien. La forme du bien englobe toutes les autres formes, c'est-à-dire que les formes participent toutes dans l'idée du bien car elles sont parfaites. Mais donc la forme du bien est immuable, parfaite elle aussi, et permet la compréhension par la raison des formes. Elle cause aussi toutes les autres formes, mais donc les formes, elles, causent la matière. Mais donc, comment tout cela fonctionne en réalité? Parce que pourquoi donc la matière n'existe-t-elle pas vraiment ou est-elle moins importante que les formes? Platon répond à cette question avec son image de cheval. C'est-à-dire qu'un cheval que nous pouvons voir nous-mêmes est en réalité la copie de la forme du cheval qui s'appelle la chevalité donc, qui correspond donc à toutes les possibilités possibles de chevaux dans l'univers. On voit donc par cet exemple que le cheval n'est en réalité pas réel et que c'est bien la forme du cheval qui est elle réelle. Et donc le cheval n'est qu'une spécificité de cette forme que nous pouvons voir et ressentir. La matière est donc directement contingente aux formes.
Et les formes sont dans un certain sens contingents à la forme du bien, car celles-ci y sont obligatoirement soumises pour exister. L'étude de la matière est donc pour Platon affaire d'opinion ou alors même d'imagination quand il s'agit d'images de la matière, c'est-à-dire par exemple des gravures ou des tableaux. On voit donc que Platon comprend que l'étude de la matière n'est pas du tout objective et donc ne peut être considérée comme réelle, alors que l'étude des formes et plus ultimement la forme du bien, qui se fait notamment par la raison et donc la philosophie, se fait donc par la science. La science qui peut correspondre donc à l'idée d'objectivité. Contingent voulant dire dépendant. Pour mieux comprendre la métaphysique platonicienne et la place que porte le philosophe à l'intérieur de celle-ci, nous avons l'allégorie de Platon, l'allégorie de la caverne. Cette allégorie nous montre donc des prisonniers qui sont enchaînés dans le fond d'une caverne. Sur le mur de cette caverne sont projetées des ombres qui émanent de pochons ou alors d'images qui sont présentées derrière eux et dont la lumière d'un feu les projette sur le mur. Les personnes emprisonnées pensent bel et bien que les ombres représentent le monde réel. Nous avons après l'idée que le philosophe doit repartir dans la caverne pour prévenir ses semblables. Mais sauf que dans l'allégorie de la caverne, eh bien, on voit que les gens refusent de croire le philosophe et préfèrent rester dans leur conception, tout cela par complaisance et paresse intellectuelle. Nous arrivons désormais dans ce qu'est la nature humaine pour Platon. La nature humaine pour Platon est duale, c'est-à-dire que nous avons la bête polycéphale et polymorphe que vous pouvez voir à votre droite, et donc qui est l'animalité en l'homme. Et nous avons aussi la raison de l'autre côté, qui elle est l'humanité dans l'homme que vous pouvez voir à gauche. La bête représente donc l'ensemble des envies qui nous font rester sur ce plan matériel. La raison et la bête sont en conflit constant l'un contre l'autre sur un spectre, et donc le but de tout homme pour Platon est de cultiver sa raison et ainsi de réduire la bête à l'état de nourrisson. Mais pour Platon vient un énorme problème, c'est-à-dire que pour lui, la nature humaine est par nature paresseuse, et s'en conforte ainsi dans son animalité et dans ses envies les plus basses. Mais donc, comment y remédier? Eh bien, nous allons pour ça revoir la morale, le but de l'homme. Le but de l'homme est, selon Platon, de tendre vers le bien en augmentant sa connaissance et en étant un être moral. Mais donc, pour lui, nul n'est méchant volontairement. En réalité, l'immoralité n'est qu'une ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de l'idée de bien. Nous ne pratiquons l'injustice que parce que nous sommes aveuglés par nos pulsions sensibles. Platon est donc le premier philosophe à proposer d'éduquer les hommes pour les rendre meilleurs. Platon va ainsi donner des idées de politique afin de pousser les gens à la moralité et à la justice. Ainsi, pour Platon, la morale et la justice sont affaires de la cité et de la société qui doit pousser les hommes vers le juste, le bon, le vrai et le beau. Ainsi, la politique est directement annexée par la morale. Pour Platon, c'est ainsi un roi philosophe qui doit diriger la cité, car c'est lui qui est le plus à même de connaître le bien, le beau et le vrai. Il expose de nombreuses idées, par exemple le fait que la cité doit pousser les hommes à la perfection physique, donc ici le beau, et d'atteindre la perfection mentale qui suit. Platon propose son régime politique idéal aussi. La société doit bannir le divertissement, l'art et la musique, qui n'ont pas un but utile direct ou alors ne poussent pas au bon. Ainsi, on doit détruire tout ce qui est de la poésie homérique et on ne doit garder que la poésie qui sert à vanter les mérites de la bonté et des vertus. Et la musique ne doit être utilisée que pour le militaire, pour apprendre aux hommes de marcher au pas. La société doit aussi se débarrasser des sophistes, donc Platon était extrêmement enragé contre les sophistes et les détestait, et aussi notamment parce qu'ils avaient fait tuer son maître Socrate. Et donc il dit que la rhétorique, donc l'art de parler, doit être uniquement utilisé dans la vision d'accéder au bon, au vrai et au beau. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai appris des choses, que je vous ai fait réviser, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.